Donc, je m'appelle Timothée Vigier, je suis interne sur Paris, en fin d'internat en gastro-entérologie. Et donc, je vais vous faire différentes conférences. Il y en a deux en hépatogastro, deux TP et deux conférences. Alors, l'hépatogastro, c'est assez large. Donc, dans l'hépatogastro, on inclut le foie, tout le tube digestif, mais également le pancréas, l'oncologie digestive, la proctologie, l'endoscopie. Chaque sous-spécialité est en train d'énormément se développer, avec notamment dans les gros CHU, des gens qui se spécialisent sur un petit domaine de la spécialité. Donc, il y a énormément de choses en développement aujourd'hui et pour des pathologies qui restent fréquentes, souvent graves. Donc, c'est important de conserver des bases dans chacune de ces sous-spécialités. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur l'hépato et on aura quelques notions de pancréatologie, mais essentiellement l'hépatologie avec le versant également addictologique, l'alcool nous apportant un certain nombre de complications et de patients à prendre en charge. Donc, les items de la conférence correspondent aux items de ce que vous avez à savoir en hépatologie. Le code couleur est assez classique. Sur quoi vous appuyez? Vous avez bien évidemment les collèges, vous avez les fiches LISA, vous avez les recommandations. Il y en a assez peu de recommandations HS en hépato. Ce qui peut être utile, par contre, c'est tout ce qui va être FMC Gastro, SNFGE. Donc ça, ce sont des sites alimentés par des universitaires ou par des références dans la spécialité. Et donc, vous pouvez vraiment vous fier à tout ce qui est écrit sur ces différents documents. Il y a des actualisations très régulières. À chaque congrès gastro-entérologie, il y a des brèves, il y a des nouvelles qui alimentent le site de la Société française de gastro-entérologie. Donc vraiment, nous, en tant que gastro, on se réfère à ça, donc vous pouvez tout à fait vous y référer également. L'AFEF, c'est pour uniquement le versant hépato. Les recommandations Baveno, ne vous y plongez pas dès maintenant, mais les recommandations Baveno sont les recommandations concernant la gestion de l'hypertension portale. Donc, ça pourra un jour vous être utile quand vous aurez à prendre en charge des patients un peu plus complexes. Donc, le BOL, c'est un site de radiologie, je pense que vous connaissez, en tout cas qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, avec de multiples planches. La radiologie du tube digestif et globalement, la radiologie en hépatogastro n'est pas évidente, donc ça vaut le coup de s'y pencher un peu. Donc, voilà pour cette conférence. Donc, ce TP, c'est basé sur des questions isolées, quelques KFP, quelques zones à pointer, pas mal de QROC. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire vraiment réfléchir aux différentes situations et avoir lorsqu'on refera ce TP en direct, des interactions et de multiples questions qui sont censées venir à l'esprit. Donc on commence par quelques questions isolées. Donc concernant les lithiases biliaires, quelles sont les propositions exactes? La présence de lithiase vésiculaire est une indication chirurgicale. Le syndrome de Mirizi correspond à l'association d'une angiocolite et d'une cholécystite. Les lithiases biliaires sont de 3 types. Les lithiases intrahépatique multiples peuvent orienter vers un LPAC syndrome. Vous n'avez encore jamais entendu parler de ce LPAC syndrome. Les lithiases cholestéroliques sont favorisées par l'hémolyse chronique. Donc, la présence de lithiase vésiculaire, vous le savez bien, c'est 20% de la population générale, ce n'est absolument pas une indication chirurgicale en soi. De multiples patients conservant des lithiases vésiculaires au cours de leur vie sans jamais se compliquer. Le syndrome du Mirizi, effectivement, c'est une association un petit peu particulière d'une angiocolite et d'une cholécystite, on va revenir dessus. Les lithiases biliaires, elles sont de 3 types, on y revient également juste après. Le LPAC syndrome, c'est pas du rang A, hein, le LPAC syndrome, c'est un syndrome rare qui a été décrit par des Français à Saint-Antoine. Et donc, c'est une modification génétique, une prédisposition génétique à former des lithiases. Et donc, les patients vont, souvent des patientes assez jeunes, qui vont faire des complications lithiasiques répétées malgré la cholécystectomie. Et les images typiques sera des lithiases intrahépatiques dans de multiples voies biliaires assez fines. Donc ça, c'est un syndrome qui était encore inconnu il y a une vingtaine d'années et qui a de plus en plus le vent en poupe. Les lithiases cholestéroliques sont favorisées par l'hémolyse chronique. Non, ce sont les lithiases
pigmentaire. Donc, 3 types de lithiase biliaire. Lithiase cholestérolique, donc ça reste les lithiases très fréquentes et ce sont des facteurs de risque qu'on connaît bien avec l'âge, le sexe féminin, le surpoids, les variations importantes de poids, donc notamment en post-chirurgie bariatrique, il y a un risque de faire des lithiases biliaires, des complications. Donc, lors de la chirurgie bariatrique, on va retirer la vésicule biliaire, la multipolarité, le jeûne prolongé également, et quelques médicaments qui peuvent favoriser la formation de lithiase, notamment les fibrates. Le LPAC syndrome que vous retrouvez ici, donc c'est un défaut de secteur d'éléments qui vont permettre de solubiliser le cholestérol, et donc vous allez voir une bile qui est très lithogène. Des lithiases pigmentaires, donc ça c'est tout ce qui va être issu de la dégradation de l'hémoglobine, notamment la bilirubine. Donc tout ce qui va augmenter la production de bilirubine, donc les hémolyses, certains médicaments, tout ce qui va être infection biliaire, les obstacles biliaires qui vont entraîner une accumulation de bilirubine et favoriser la précipitation, et quelques causes génétiques également des lithiases mixtes qui sont les plus fréquentes en réalité. Pour revenir sur les complications des lithiases, il faut bien connaître l'anatomie des voies biliaires. Donc, vous avez les voies biliaires intrahépatiques. Les voies biliaires intrahépatiques, elles se rejoignent au niveau du île hépatique pour former le canal hépatique commun. Le canal hépatique commun est rejoint par le canal cystique qui vient de la vésicule biliaire. Ensemble, ils vont former la voie biliaire principale qu'on appelle aussi le conduit cholédoque. Le cholédoque, il s'abouche au niveau du deuxième duodénum, au niveau d'une structure qu'on appelle l'ampoule de Vater ou la papille. Cette ampoule est entourée d'un sphincter de muscles lisses, le sphincter d'Oddi. Et le plus souvent, la voie biliaire principale, elle s'abouche au même endroit que le canal pancréatique principal, qu'on appelle également le canal de Wirsung. Alors, les lithiases, elles sont le plus souvent asymptomatiques et ça concerne 20% de la population générale avec les facteurs de risque dont on a parlé. Tant qu'elles restent asymptomatiques, on n'en fait rien. Le risque, c'est déjà la colique hépatique. La colique hépatique, c'est une lithiase qui vient se bloquer dans le collet du canal cystique, qui met en tension la vésicule biliaire, qui soit retombe dans la vésicule biliaire, soit passe dans la voie biliaire principale. La colique hépatique typique sont des douleurs intenses de l'hypocondre droit. Ça peut irradier en épigaste, ça peut être de manière isolée en épigaste. Ça peut irradier dans l'épaule droite. L'irritation de la capsule de Glisson peut donner des douleurs hépatiques projetées dans l'épaule droite. Elle dure moins de 6 heures, cette douleur de la colique hépatique. Très souvent, ça va être associé à des nausées, des vomissements. L'histoire typique, ça va être des crises à répétition. Et la biologie reste normale. Parfois, ça peut se bloquer et ça peut rester bloqué. Et donc là, le risque, c'est l'infection de la vésicule biliaire, donc c'est la cholécystite aiguë. Voici, comme ça reste bloqué, les douleurs durent plus longtemps, plus de 6 heures. Il va y avoir une infection avec de la fièvre, un syndrome de Murphy échographique. La vésicule biliaire est vraiment très proche de la paroi abdominale, donc quand elle est mise en tension, elle est inflammatoire, vous allez appuyer sur la paroi abdominale et très rapidement, vous allez sentir la vésicule biliaire et ça va déclencher une douleur avec une réaction, une défense localisée. À la biologie, ce qu'on peut avoir, c'est une légère cytolyse par inflammation de contiguïté. La lithiase, elle peut se bloquer, donc on a vu là donner la cholécystite, mais elle peut également migrer dans la voie biliaire principale. Et il va donner un tableau de migration lithiasique. Un tableau de migration lithiasique, donc c'est une colique hépatique, et cette fois-ci, on a un mouvement enzymatique. La lithiase se bloque, elle passe, elle peut se bloquer là, puis se rebloquer un petit peu plus loin, ou se bloquer dans la voie biliaire principale. Ça met en tension les voies biliaires intrahépatiques. Il va y avoir un mouvement enzymatique avec une réaction des hépatocytes, une cholestase, et ensuite, ça passe. Là, dès lors qu'il y a un mouvement enzymatique, on n'est plus sur une colique hépatique simple, on a une migration lithiasique. À nouveau, le risque, c'est que la lithiase se bloque. Si elle reste bloquée, on va avoir un tableau d'angiocolite. Le tableau d'angiocolite, c'est 3 items, et dans cet ordre qui apparaissent. Les douleurs, puis la fièvre, puis l'ictère. Douleur sur la mise en tension des voies biliaires, la fièvre sur l'infection, ensuite l'ictère sur l'eau. À l'évacuation de la bile. À la biologie, cette fois-ci, on va avoir un syndrome impur positif. La pancréatite aiguë, cette fois-ci, c'est quand la lithiase se bloque un petit peu plus loin. La lithiase se bloque, elle met en tension les canaux pancréatiques. Sur la mise en tension, donc il y a le tableau typique de pancréatite aiguë avec les douleurs épigastriques
très intense, la défense en épigase, des douleurs projetées dans le dos et la lipazémie supérieure à 3M. Le syndrome de Méridie, on a déjà évoqué, c'est aussi l'association d'une polycystite et d'une angiocolite. C'est le plus souvent une lithiase qui vient se bloquer soit dans le polynucléaire cystique, soit dans la valvule principale, et la réaction inflammatoire ou tout simplement la taille de la lithiase vient bloquer l'autre conduit. Donc vous avez la cholécystite et l'angiocolite. Le syndrome de Bouvray, le plus souvent c'est une fistule entre la vésicule biliaire et le tube digestif, donc soit le côlon droit qui passe à proximité, mais le plus souvent c'est avec le duodénum. Il y a une fistule qui se forme sur une inflammation chronique de la vésicule biliaire. Souvent, ce sont des patients qu'on n'a pas voulu opérer parce que trop comorbides, trop âgés, trop chirurgie, trop à risque. Et donc, il y a une fistule qui se forme avec une lithiase qui peut directement venir dans le tube digestif, donner une réaction inflammatoire et une paralysie du tube digestif. On parle d'ileus biliaire. Ça, c'est le syndrome de Bouvray. Voilà pour les grandes choses à savoir sur les pathologies lithiasiques. Et à chaque fois, on vous posera des questions en lien avec l'anatomie pour vérifier que vous ayez bien compris dans quelle zone la lithiase vient se bloquer et quelle pathologie est donnée par quel type de lithiase. Alors, on enchaîne sur une question sur la cytolyse hépatique. Donc, ça aussi, question extrêmement fréquente où vous verrez toutes les prises de sang de vos patients. Très souvent, il y a des perturbations du bilan hépatique. Il faut savoir quoi faire, il faut savoir raisonner. Et donc, l'une des façons de raisonner, c'est de regarder les chiffres et notamment le seuil de dizaines qui est retenu. Donc, parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui peuvent être responsables de cytolyse hépatique supérieure à dizaines? On vous propose infection chronique par le VHB, infection aiguë par le virus de l'hépatite A, hépatite aiguë médicamenteuse, syndrome de Budd-Chiari, maladie cœliaque. La infection chronique par le VHB et la maladie cœliaque, ça peut donner des perturbations du bilan hépatique, mais pas de cytolyse supérieure à dizaines. La cytolyse supérieure à dizaines, l'intérêt, c'est de pouvoir restreindre le champ des étiologies. Quand vous avez une élévation des transaminases supérieure à dizaines, ça peut être beaucoup moins de choses que quand c'est inférieur à dizaines. Globalement, ça peut être dans les étiologies les plus fréquentes, virus, médicaments, notamment le paracétamol, lithiase. Après, dans des contextes particuliers, ça peut être un foie cardiaque. Donc là, il y aura un tableau de décompensation cardiaque le plus souvent. Il va y avoir l'ischémie hépatique aiguë, donc là, c'est le foie de choc. Là, c'est des contextes de réanimatoire ou post-opératoire. Ça peut être également, et ça c'est beaucoup plus rare, les hépatites auto-immunes en poussée, les Budd-Chiari et la maladie de Wilson.